prendre en photo, s'il vous plaît. Mais bien sûr, avec plaisir. C'est gentil, merci. Vous avez enlevé le cache, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Ah, vous êtes magnifiques tous les deux. Et voilà. Merci. Super, merci à vous. Vous venez d'où avec ce bel accent? Ah, on vient de Belgique. Ok. Ouais. Bon, bah profitez bien hein, Merci beaucoup. Ouais, de merci. votre voyage. Ouais, super. C'est merci cool de à votre vous. séjour. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver en haut de la dune du Pilat pour commencer ces nouvelles échappées belles. Regardez ce paysage, c'est absolument extraordinaire. Je voulais partager cela avec vous parce que je pense que ça va pour beaucoup d'entre vous rappeler vos vacances. Chaque année, vous êtes plus de 2 millions à venir découvrir cette dune qui est tout simplement la plus haute dune d'Europe. À l'été 2022, vous le savez sans doute, la forêt qui borde le bassin d'Arcachon a fait face à de grands incendies. On voit d'ailleurs encore des traces des flammes dans cette forêt au pied de la dune du Pilat, au niveau des arbres noircis et roussis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller rencontrer des femmes et des hommes qui sont de grands amoureux du bassin d'Arcachon. Et avec eux, on va à la fois aller découvrir ce que ce bassin a de plus spectaculaire, les paysages les plus grandioses. Et en même temps, je suis très curieux de voir comment aujourd'hui, ils prennent soin de ce coin de France vraiment unique. Alors, parez pour l'aventure les amis, c'est parti! Le bassin d'Arcachon, un vrai pouvoir d'attraction. Moi, je trouve que le bassin d'Arcachon, c'est ma petite île en fait. Je me sens comme à l'île Maurice, près de la plage, que le bateau, les balades. Et on se laisse vivre en fait au rythme de la nature. Un environnement unique. Tous les matins, d'avoir le soleil qui se lève quasiment devant chez moi. C'est tellement beau et ça me fout tellement la pêche que je me vais autant me faire partager avec les autres. Une source d'inspiration. Ouais, passe partout l'huître. De la viande, du poisson, on peut tout mélanger. Si c'est bien accordé, bien assaisonné, il n'y a pas de souci. Là où nous sommes, au Moulin La Cassadote, sur le bassin, c'est le premier producteur français de caviar. Pour Ismaël Khelifa, Ce que j'aime avec toi, c'est que la nature, j'ai pas l'impression de l'observer. J'ai l'impression de la vivre pleinement, tu vois, de la toucher, de la ressentir. Ça me fait plaisir. un nouveau voyage. Attends, mais j'ai goûté. Vas-y, tu vas voir. Il y a des gens qui adorent, moi je ne supporte pas cru. C'est âpre. Le sucre arrive que derrière, très loin. Effectivement. De nouveaux enjeux. Le but, c'est vraiment pas de tout interdire. C'est surtout de permettre aux gens de s'amuser dans un endroit qui est sécurisé. L'intérêt du canoë électrique, c'est de pouvoir embarquer vraiment toutes les générations et de naviguer sur un territoire nautique qui est quand même assez vaste. Une échappée tonique. Allez les filles, allez, go, go. Et on s'arrête pas avant New York, hein. Ah ouais, c'est ça. Et responsable. Tout le monde devrait avoir cette envie-là. Si on veut continuer à voir les choses qu'on voit, à faire les choses qu'on fait, ben, il faut qu'on les protège. Bonjour. Vous êtes échappé? Ouais. Bonjour Yves. Salut Ismaël. Ça va, enchanté? Ouais, bienvenue à bord. Hop là, ça bouge, hein. Yo. Ah, merci de m'accueillir sur ton bateau. Écoute, merci, hein, tu nous amènes à la fois de la pluie et du beau temps, c'est formidable. C'est vrai. La pluie, on l'attendait depuis longtemps. Et puis là, on a du soleil et du vent, donc pour faire du bateau tracté par kite, ça va être formidable. Maintenant, il ne faut pas tarder parce que tu sais qu'ici, il y a des marées. Ouais. Et si on attend trop, bah, le bateau, il reste posé. Allez, on y va alors. Alors, C'est on parti. y va. C'est surprenant pour moi de te voir skipper ce bateau parce que pour moi Yves Parlier c'est le grand navigateur qui a gagné la route du Rhum, qui a fait le Vendée Globe, les 40e rugissants, enfin voilà l'image du marin engagé dans l'océan quoi. Ouais, tout à fait, mais tu vois, j'ai arrêté moi la compétition en 2006 et maintenant j'habite ici sur le bassin, je suis au bord de l'eau et je suis souvent sur les bateaux et donc je suis heureux.
Qu'est-ce qui te plaît à toi sur ce bassin d'Arcachon? Parce que tu en as vu des choses quand même en mer, tu es allé dans les plus beaux endroits du monde et c'est ici que tu as établi ton camp de base. Ben, moi, ce qui me plaît ici, c'est la variété des choses. Tu as l'océan qui est juste là. Là, ici, tu as les passes avec des bancs magnifiques. Là, les bancs d'Arguin, bancs du Toulinguet, réserve d'oiseaux. C'est hyper sauvage. Tu as d'autres bancs rentrants. Tu as toute la côte du Cap Ferret avec des petites plages, des petits villages ostréicoles. Et puis, tu as l'île aux oiseaux, tu as tous les chenaux, tu as tout le fond du bassin. C'est infini. Comment t'appelles ce bateau? Parce que je trouve qu'il a une forme un peu particulière, non? Alors ce bateau, tout à fait, c'est la fameuse pinasse du bassin d'Arcachon. D'accord, c'est le bateau typique ici. Alors pinasse, ça vient de pin, puisque elles sont faites dans les pins des Landes. Et ça va à une vitesse folle. Et vraiment, c'est des beaux bateaux, les pinasses. Yves, je suis venu te voir moi aussi parce que j'ai vu que tu voulais transformer le transport maritime. Tu avais ce grand rêve en remettant les voiles au goût du jour. Oui, en fait, j'ai, pendant mes tours du monde, pris conscience du problème climatique. Et donc, je me suis dit qu'il faut absolument que les bateaux à moteur soient à nouveau propulsés par le vent. Et le kite m'a paru vraiment la solution la plus adaptée. Je me suis lancé donc dans cette aventure Beyond the Sea pour développer la traction par kite. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie le kite là? Avec plaisir, on va envoyer le kite. Regarde, il y a une dame d'ailleurs qui fait du kite derrière nous là. Ouais, tu vois, voilà. Ok Yves, bonne chance. T'envoles pas avec ta voile, hein? Il faudrait que tu mettes la barre complètement de ce côté-là. Ok, bâbord. Comme ça? Voilà, comme ça, c'est bon. Youhou! Incroyable. C'est la première fois de ma vie que je fais du kitesurf. Et bah tu vois, super, ça me fait bien plaisir. C'est pas n'importe quel kitesurf en plus, hein. Tu peux redresser un peu. Oh là 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 là, c'est trop le kiff. C'est trop le kite. Je vais prendre un peu la barre. Vas-y, vas-y. On va peut-être prendre C'est plus prudent. J'adore la sensation de la glisse, on n'a plus du tout de bruit de moteur. C'est juste un moment de pur bonheur, quoi. Ouais, ouais. Sans le bateau qui respire, qui vit, cherche le chemin le plus facile dans les vagues. Et on marche nos 4-5 nœuds, tranquille. Et nous qui respirons et qui vivons avec, hein. Voilà. Là, tu peux respirer ce bon air, il arrive, il a traversé tout l'Atlantique, là, celui-là. Ah oui, ça sent les épices, les Caraïbes. Oh là là. Allez! Tout le monde te connaît sur le bassin, non? Oui. Ça se repère un bateau moteur avec un kite. Est-ce que le bassin et puis aussi l'amour que tu voues à cet endroit, ça t'a influencé aussi dans cette idée de redonner ces lettres de noblesse à la voile? Bah évidemment, parce que moi j'adore le bassin quand il n'y a aucun bruit et mon rêve ce serait que tous les bateaux à moteur soient à nouveau à la voile et éventuellement sous kite. Du coup, tu n'as plus un bruit et c'est le bonheur pour tout le monde, pour ceux qui sont sur la plage, pour ceux qui sont sur l'eau, pour les huîtres, pour la pollution, pour la planète. C'est le rêve. Sur le bassin d'Arcachon, il y en a pour tous les goûts. Qu'on aime vivre au rythme des marées dans le fond du bassin ou être bercé par les vagues sur les plages océanes. Ce petit bout de Gironde offre une multitude d'activités. De nombreuses familles ont fait leur choix et passent tous leurs étés au bord du bassin. Originaire d'Eure-et-Loir, la famille Núñez Noguera vient tous les ans au domaine de la Forge sur la commune de la Teste de Buch, au sud du bassin.
Entre baignades et parties de pétanque, ils aiment retrouver des amis rencontrés les années précédentes. Ça va les vacanciers? Ça va, Lisiane? Ça va? Ça fait 8 ans qu'on vient ici. On passe toutes nos vacances ici, 3 semaines en général. On est bien ici. On reste beaucoup quand même dans le camping. Il y a beaucoup d'animations, c'est sympa. On se sent chez nous. Comme si elle connaissait Sabrina, que je des petites olives. On parle de Sabrina, machin. Voilà, vôtre. Aux vacances. Ouais, nos vacances. On n'a pas l'impression d'être des touristes, nous, quand on vient ici. Parce que la preuve, là, on serait des touristes. Déjà, on aurait été à Arcachon, on aurait été à la dune du Pilat, mais au final... Vous connaissez les jeux. Même s'ils connaissent bien la région, ils découvrent chaque année de nouveaux sites, comme la réserve ornithologique du Teche, un marais où viennent se nourrir les oiseaux sauvages. Non, mais là, j'en vois 4 spatules blanches. Il y en a. Et un petit oiseau marron avec un bec assez long et fin qui marche dans l'eau. Là, il y en a un juste là. C'est vraiment les vacances que j'attends toute l'année. Enfin, toute l'année, je sais que j'attends le mois d'août pour partir au domaine et Arcachon même, juste à Arcachon. Et ouais, c'est le moment un peu de l'année que j'attends tout le temps. À 30 km de là, le paysage est bien différent. À Arès, au fond du bassin, la famille Sima prend ses quartiers d'été dans la maison familiale. C'est une histoire de famille, hein. C'est une histoire très ancienne. Notre famille est implantée à Arès depuis 1880 et quelques. Je suis un peu sûr. Maman. Oui, si tu veux, maman. Oui, bien sûr. Adrien, il parlait toujours du bassin d'Arcachon et je lui dis, ça va, chez l'île Maurice, tu vas pas me parler du bassin d'Arcachon. Et au final, non, en fait, moi je trouve que le bassin d'Arcachon, c'est ma petite île en fait. Je me sens comme à l'île Maurice, près de la plage. Il y a les copains, les pique-niques, le bateau, les balades et les siestes l'après-midi. Hein. C'est important. On est hors du temps, on ne sait plus quelle journée, on ne sait plus quelle heure il est. Dès qu'il y a la marée, on se réveille, on va faire du bateau, on profite du temps de la marée et on se laisse vivre en fait au rythme de la nature. Dans cette partie du bassin, la mer se retire très loin à marée basse, rendant les activités nautiques impossibles. Alors, quand la mer remonte et que la brise se lève, Chantal embarque ses enfants et petits-enfants pour une sortie en bateau. 3, 2, 1. En bateau? Ouais. Bon, ben, bonne balade. À Arès, c'est ça, hein, c'est des familles qui se retrouvent beaucoup, qui viennent là depuis très longtemps et qui font en général du bateau. Et très souvent de la voile quand même. Allez, on y va? Allez, vas-y. Chantal a appris la voile sur le bassin et a transmis le virus à ses enfants. Comme beaucoup de gens ici, elle navigue sur un dériveur. C'est un bateau qui n'a pas de quille. Donc sur le bassin où il n'y a pas toujours beaucoup d'eau, c'est très adapté. Et donc on en voit beaucoup sur le bassin et beaucoup à Arès, il y en a énormément. On va virer. Tu fais le commandement, Adrien, paré, on vire. C'est un bateau qui est en même temps adapté aux régates et adapté aux balades en famille parce qu'il y a une cabine, on peut emmener les enfants, on peut pique-niquer. Quand les conditions sont bonnes, Chantal peut traverser le bassin et emmener sa famille jusqu'à la dune du Pilat et au banc d'Arguin. Un grand voyage sur cette petite mer intérieure. Qu'est-ce que ça te fait de revenir sur la dune du Pilat, Yves? Écoute, c'est très impressionnant de voir la forêt brûler. C'est fait quelle hauteur un pin comme ça? Ça fait 30 mètres, voire 35 mètres, c'est hyper haut. Il y avait des flammes qu'on voyait du bassin par-dessus la dune, hein, donc t'imagines.
Ouais, c'est impressionnant quand même, là, ça y est, regarde. La lumière est un peu montée. Ouais. Et on voit vraiment les endroits où la forêt a été touchée. Qu'est-ce que ça représente la dune du Pilat pour les gens du bassin d'Arcachon? C'est un peu comme votre tour Eiffel locale, non? Ouais, bah écoute, pour les marins, déjà, quand tu traverses l'Atlantique, la première chose que tu vois, c'est cette lueur jaune qui commence à apparaître au-dessus de la mer, hein, de très loin. Ah, quand tu arrives à Arcachon, c'est ton point d'ancrage alors? C'est la première chose que tu vois, et donc tu sais, c'est quand même super sympa parce que tu sais que tu t'es pas trop gouré. Et puis ça sent la maison, quoi. Alors là, on rentre dans la ville d'Hiver, qui est un quartier résidentiel qui est un peu à l'origine d'Arcachon, où les gens venaient en cure, notamment les tuberculeux, et on racontait que l'air de l'Atlantique filtré par les pins était très bon pour les bronches. Et toutes les rues sont courbes pour que l'air soit obligé de passer par les pins. Ah ouais. Et puis ça a lancé Arcachon, qui est devenue une station balnéaire huppée d'Europe. Bon, je ne sais pas si c'est l'air qui est filtré par les pins ou bien le sportif de haut niveau qui sommeille en toi, mais tu es à l'aise pour parler même dans la montée, Yves. Hein? Oui, j'ai un petit avantage sur toi, c'est que je connais le terrain, je suis un peu chez moi ici. On va dire que c'est ça. Allez, dans la flaque d'eau. Ça fait plaisir de voir des flaques d'eau maintenant en été, hein. Avec la sécheresse, on est content quand la pluie est là. Le retour des flaques d'eau et de la pluie. Alors la pluie dans la forêt, c'est synonyme de tout un tas d'odeurs. Et surtout aussi là, quand le soleil commence à chauffer sur les aiguilles de pin, ça sent trop bon. Je suis très marqué par le fait qu'ici, tout se touche. Enfin, tu as ce bassin d'Arcachon, le côté maritime qui est vraiment superbe, la ville sur la zone côtière et directement après, la forêt. Enfin là, on a fait 5 minutes de vélo, on est déjà dans la forêt. En fait, de chez moi, je peux partir dans la forêt et non-stop aller jusque dans les Pyrénées par la forêt. C'est vrai. Exactement. Alors voilà le Sea Kite. Donc ça, c'est le bateau sur lequel tu vas adapter une voile de kite, c'est ça? Voilà, c'est mon ancien bateau qui a été transformé donc en bateau laboratoire pour tester nos ailes de kite. Incroyable. Salut les gars. Salut. Bonjour. Bonjour. Il est impressionnant ce bateau, hein. Il fait quelle dimension, Yves? Il fait plus de 15 mètres de large et plus de 18 mètres de long. 18 mètres de long. Il va être donc complètement transformé pour être tracté par kite. Ça va être un bateau qui va être totalement autonome en énergie, puisque quand il va être tracté par kite, on va fabriquer l'électricité avec le moteur de propulsion qui va recharger les batteries. Ah, c'est une autre idée de la modernité, quoi. Tu es l'homme qui remet des voiles sur les bateaux à moteur. En fait, l'homme a utilisé pendant 50 000 ans le vent pour se déplacer sur les océans. Et en 100 ans, le pétrole, à 98%, il a balayé tous les autres systèmes. Et donc, il faut réapprendre et on s'apercevra que le pétrole, c'est une petite erreur dans l'histoire de l'homme. Voilà la bête. C'est impressionnant. Là, tu vois vraiment que c'est un bateau de course, hein. La cabine est loin de l'univers du bateau de plaisance, plus calme, quoi. Carrément, tu as un bateau de 18 mètres et tu as 2 couchettes, tu vas voir ces petits boyaux à l'intérieur. Donc c'est franchement pas un bateau de croisière. C'est hallucinant.
C'est que j'ai toujours rêvé de faire du trampoline sur un bateau. Eh ben vas-y là, hein, fais-toi plaisir. C'est vrai, j'ai le droit. Bien sûr. Je me demandais si ça serait pas un peu ridicule. Mais... Non, pas du tout. Là. Tu vois, en mer, au contraire, il faut savoir faire du trampoline. Parce que les bateaux, ça accélère très vite. Donc si tu sautes et qu'à ce moment-là, le bateau il accélère, J'adore ce moment. C'est vrai, quand je suis là, tu vois, on est à terre, tout est calme, tout va bien. J'ai du mal à me projeter à quoi ça pourra ressembler une fois que tu seras au milieu de l'Atlantique avec ce bateau. Moi aussi, j'ai du mal. Mais bon, ce que je peux te montrer, c'est à quoi ça ressemble sur l'ordinateur, hein, quand il va être décoré, voilà. Ah oui, d'accord. Et là, tu as la voile de kite qui part devant. Ouais, qui part et qui tracte le bateau. Et est-ce que ce que tu fais là avec ce bateau, tu peux l'appliquer à des porte-conteneurs ou à des paquebots qui traversent les océans? Bah bien sûr, c'est même l'objectif en fait. Tout ce qu'on développe ici, tout le système complet, c'est pour justement équiper les cargos de demain pour qu'ils arrêtent d'émettre des gaz à effet de serre. Regarde, je vais te montrer une petite vidéo là. Tu montes 500 mètres de ligne, 1600 mètres carrés. Et tu tractes un porte-container qui est capable de remplacer 11 000 camions. Est-ce que ce qui s'est passé ici, lorsque les feux sont venus tout près finalement même de ton chantier naval, ça t'a encore plus motivé à t'engager et à trouver des solutions pour améliorer les choses? J'étais déjà très motivé, mais c'est vrai qu'il y a un stress. On sent que c'est là, on sent que c'est beaucoup plus proche. Quand on dit bon, la planète va se réchauffer 2 degrés, les scénarios, on a du mal à en prendre conscience. Quand on a le feu qui crame à 5 km de chez soi et on a les copains qui sont comme ça parce qu'ils ont laissé leur maison et qu'ils arrivent complètement traumatisés, là ça fait peur. Et puis je crois que ça aide à prendre conscience que ça sort du débat scientifique et ça s'invite chez tout un chacun. Et on sait que tout un chacun doit faire un effort de frugalité et d'arrêter de voyager en avion, d'arrêter de consommer du pétrole pour ses loisirs et commencer à faire attention, chacun doit faire attention à son empreinte carbone. On rend des piquets. Gérard Berga attend ce jour depuis des mois. Collectionneur d'art et de design, il se fait livrer dans son jardin sa toute dernière acquisition, un tétrodon. L'occasion s'est présentée que je puisse trouver ce tétrodon, ce qui est une chose extrêmement rare. Donc je me suis précipité, je l'ai acquis. C'est exactement comme si j'avais trouvé au fond d'une grange une vieille Ferrari et plutôt que de la détruire, je préfère la refaire en état. Le tétrodon est un concept architectural des années 70 un peu fou. Fabriquer des bungalows pour les campings, empilables et facilement transportables en fixant sur une structure de conteneur des modules en polyester. Ces modules forment chacun une pièce et doublent la surface au sol. On a un module couchage sur lequel vient se mettre un matelas. Il y a la douche sur cette partie, une cloison ici et les WC. Et là, c'est le module cuisine que l'on a positionné à côté du module repas, sur lequel là, il y a une table qui se déplie ici avec un pied central et on peut manger à 4 à peu près. C'est quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, de pouvoir arriver à faire une habitation dans un petit module comme ça. C'est un concept qui était très en avance, très avant-gardiste. Aujourd'hui, l'idée a fait long feu. Seul ce centre de vacances à Claouet, qui était la vitrine du tétrodon à l'époque, en conserve encore quelques exemplaires. Mais les architectes ne se sont pas arrêtés là. Dans les années 60 et 70, fini les grandes demeures bourgeoises arcachonnaises. Dans ces lotissements du Cap Ferret poussent de petites constructions qui bousculent les codes. Tu vois, il y a la villa de Francis Lafont. Ouais.
Et on devine les bancs de sable au fond. Ouais. Élise et Jean-Baptiste ont recensé une à une toutes ces villas modernes qu'ils ont rassemblées dans un ouvrage. Parmi elles, la villa Martineau. Construite à la fin des années 60, son style fera école sur le bassin. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Merveilleux. Ouais. Cette maison, elle est construite en 1968. C'est une période de bouleversement dans la société, mais aussi dans l'architecture. Et ici, on est sur une maison moderne, en béton, avec des larges vitrages, et pour autant une dimension pop qui la parcourt, avec cette façade et ces pignons qui sont recourbés, sur lesquels on n'a pas d'angle droit. On est vraiment comme dans un bateau, c'est la banette du marin dans lequel on vient se loger, s'installer et dans lequel on vient se glisser. On est dans une chambre extrêmement réduite, quelques mètres carrés, dans lequel on vient mettre 2 lits. Donc l'idée, c'était de limiter les espaces intérieurs au profit du terrain, au profit de la végétation, puisque on tombait directement sur une terrasse qui fait un petit peu comme un pont de bateau directement en communication avec ces longues baies vitrées. Tourner la maison vers l'extérieur, l'intégrer au maximum à son environnement. Voilà l'idée qui domine depuis 50 ans. L'architecte Raphaël Ondelat a poussé très loin cette idée dans cette maison qu'elle a imaginée pour sa maman. Elle a été construite, cette maison, pour couper le moins d'arbres possible. C'est pour ça que les arbres sont très proches. On a vraiment l'impression d'être dans une forêt vierge. Donc on est à côté des écureuils qui peuvent accéder sur la terrasse. Le matin, on les voit qui sautent et qui viennent là. Tout est conçu ici pour profiter de l'été. Sous la maison, construite sur pilotis, une immense terrasse vient prolonger le jardin. Ça va? Ça va bien et toi? Je suis à la douche. Et vous voulez pas un petit apéro en bas? Ouais, pourquoi pas? Alors l'idée de cette terrasse, c'est qu'il y a toute la surface de la maison en fait qui est doublée par cette surface extérieure couverte et qui devient habitable de manière saisonnière. Alors on peut prendre l'apéro dessous, on peut faire la sieste dans les hamacs à l'ombre. Comme il y a des prises partout au plafond, on peut mettre une télévision, on peut prendre une douche avec eau chaude ou froide extérieure. Donc même en hiver, on peut prendre une douche parce que l'eau est chaude. Donc il y a quasiment tout ce qu'on a dans une maison, sauf qu'il n'y a pas les murs. On va coucher là-haut. Tiens, voilà. Donc on a le confort, on est abrité, on est protégé du vent, on peut rajouter une bâche si on veut de ce côté-là. Et en même temps, on est dehors, donc on peut voir les étoiles. D'ailleurs, cette chambre, tout le monde a envie d'y dormir à chaque fois. C'est la guerre pour pouvoir savoir qui va pouvoir dormir dans cette chambre. Pour moi, c'est un petit peu aussi revisiter les notions de confort, de dire qu'il y a des choses qui sont gratuites et qui sont luxueuses. C'est un vrai luxe d'avoir un espace comme ça. Voilà des crevettes et il y a des bigorneaux qui arrivent. Génial. Et la maison est complètement orientée à l'ouest pour pouvoir d'abord ne pas avoir de vue de toutes les maisons qui sont autour et qu'on ne voit pas. Et puis aussi, voilà, c'est le moment du coucher de soleil, c'est la fête du coucher de soleil. Cette architecture sobre et intégrée à l'environnement a permis au Cap Ferret de se développer tout en gardant son caractère. Hop, on va essayer de se mettre debout. 3, 2, allez, go. Go. Je suis ravi de plonger avec toi. C'est un bonheur partagé. C'est trop bien. Commencer la journée au bord de l'eau, le sable blanc. Ouais. Toi, tu plonges toute l'année ici? Ah oui, toute l'année. C'est l'hiver. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est la vie de mon fils, c'est la vie des copains.
Ouais, c'est notre passion. Ben, je voulais vous rencontrer, moi, toute la petite bande là. Ouais. Parce que quand j'ai préparé mon voyage, j'ai vu que vous nettoyiez les fonds marins, enfin que vous preniez soin de cet endroit en fait. C'est exactement ça. En fait, le club s'est monté par des gens qui étaient d'abord liés par cette activité sportive qui était la plongée, mais qui était pour beaucoup pas suffisant, parce qu'on se rendait compte des dégâts de l'homme sur les fonds marins. Et en fait, on s'est regroupé un soir à la maison, on devait être une trentaine, et on a dit on crée un club. On y va, on fait ça, on va créer un club pour l'environnement, pour le bassin d'Arcachon, pour les lacs qui sont environnants, on nettoie partout. Génial. Alors, sportif? J'ai jamais vécu ça moi. C'est très très difficile, il y a du courant en dessous. Ouais. On se rend pas compte parce que le bassin est tout calme quand on se promène là. Ouais. Mais pour moi c'était la mission. D'un coup, moi je me suis retrouvé perdu, pas de visibilité. T'éclaires des fois, t'as des amas, c'est quoi? C'est des araignées? Alors il y avait des amas d'araignées, on a vu des poissons, alors on a pu filmer un petit peu des grondins qui sont magnifiques, ouais. On a vu pas mal de petits poissons. On a trouvé des déchets qui tombent des bateaux, il y a des déchets de professionnels. Et puis après il y a des gens sans vergogne. Quand on trouve une pile toute seule, ouais. C'est pas le outil qui est tombé à l'eau, là c'est la personne a changé sa pile, a jeté la pile à l'eau. Et moi c'est ça qui me retourne. Thibaut a un peu froid, il a les lèvres qui tremblent là. Oui. Bon allez, je vous revois, c'est bon, c'est fini. On y va, on sort de l'eau? Allez, on sort de l'eau. Bon. Alors c'est une bonne collecte ou c'est une collecte classique? On va dire que c'est une collecte moyenne. Si on ramasse rien, on est content, c'est une victoire, il n'y avait rien à ramasser, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Quand on en ramasse beaucoup, on est content parce qu'on a ramassé, mais on est quand même déçu parce que ça veut dire qu'on avait besoin de venir. On en voit sur la plage qui n'ont strictement aucune préoccupation de ça, qui s'en fichent complètement, et pourtant il y a les affichages, à la télé on en parle, à l'école on en parle, il y en a qui ne sont pas concernés, et donc tant que les mentalités n'auront pas complètement changé, on aura encore cette mission à nous d'aller aider notre bassin. J'ai l'impression qu'ici on a beaucoup de contraintes environnementales. Il y a la préservation de ces fonds marins, il y a l'effet du réchauffement climatique sur la température de l'eau, etc. Enfin, beaucoup de choses qui se retrouvent au même endroit, quoi. Voilà, on se rend compte que la nature a besoin de se reposer, a besoin de récupérer, chose que nous, plongeurs, on a vu à la sortie du confinement. Parce que bon, ça a été très négatif pour beaucoup de choses. Hein. Par contre, au niveau de la nature, le confinement, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Nous, on est retourné plonger juste après. La visibilité était incroyable. Le nombre de poissons était phénoménal. Les poissons ne partaient pas devant nous. Là, je pense que la forêt, ça va être la même chose. Il va falloir lui laisser un petit peu de temps, l'épargner un petit peu, histoire que tout ça redémarre gentiment. Bonjour. Et bonjour. Alex. Alex, c'est ça. Salut Ismaël. Enchanté. Salut Greg, enchanté. Alors ça mord les garçons? Ça mord un peu, ouais. Ça mord un peu. Moi je suis encore bredouille pour le moment. Et vous prenez quoi ici? Poisson carnassier essentiellement, donc là on est quand même assez bas sur la rivière, donc on va essayer de viser le brochet, et puis là vu qu'il y a une influence des marées, on a des barres qui remontent. Donc ce qui est assez marrant, c'est que sur le même spot on peut prendre poisson d'eau douce et poisson de mer. Eh oui, parce que les barres c'est un poisson de mer. Ouais, c'est un poisson marin, ouais. Mais c'est un poisson qui tolère la variation de la salinité. Ici, on est dans une rivière très très riche, donc en fait, il y a plus de nourriture ici que s'il reste en mer. Alors, il vient chercher la nourriture là où elle est.
C'est pour ça que je voulais te rencontrer, Alex, parce que j'ai découvert cet endroit, la Laire, en préparant mon voyage, enfin le delta de la Laire, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? On peut dire delta de l'Aire ou delta de la Laire. Ah d'accord, très bien. L'origine c'est l'Aire. D'accord, donc c'est comme ça que j'ai découvert le delta de l'Aire. Et c'est un endroit qui est quand même hallucinant. T'as l'océan d'un côté, cette rivière de l'autre, et tout se retrouve ici. C'est ça, voilà. Et si le bassin d'Arcachon est si riche, c'est parce que l'eau est saumâtre, et sans l'apport énorme d'eau douce de l'Aire, on serait sur de l'eau salée moins riche. C'est un endroit qui est unique, hein. Parce que quand on regarde le trait de côte atlantique, il n'y en a pas beaucoup, hein, des endroits comme ça. Si tu me permets, je vais faire encore quelques petits lancers là, parce que moi je suis bredouille hein, en plus. Et après, on y va, on repart dans la forêt, et puis je te montre tout ce qu'il y a de plus beau dans le coin. Eh ben, génial, avec grand plaisir. C'est tous les jours différents. Voilà. J'ai la chance de vivre dans un pays exceptionnel avec un petit paradis. Et tous les matins d'avoir le soleil qui se lève quasiment devant chez moi. Et c'est tellement beau et ça me fout tellement la pêche que je me dis autant me faire partager avec les autres. Autour de l'île aux oiseaux, à l'ouest du bassin d'Arcachon, depuis 40 ans, l'ostréiculteur Joël Dupuche peaufine sans cesse ses techniques d'élevage pour obtenir l'huître idéale. Quand je regarde une huître, elle me parle, quoi. Tu vois ça? On voit bien que si je la compare à celle-là, elle va avoir un creux là. Et donc, si on ouvre celle-là, normalement, elle devrait être très pleine. Celle-là a du charnu, tu vois ça, là. Alors que celle-là, tu vois, qui a la coquille qui est plus incurvée. Tu vois, c'est un petit peu plus transparent, un petit peu plus maigre. Je cherche du croquant et de la concentration parce qu'en fait, du croquant et ce qu'on appelle le gras ou le charnu, c'est des saveurs. C'est ça qui donne les saveurs, c'est des glycogènes, c'est ce qui fait le gras de l'huître. C'est comme une viande persillée. Bonjour. Eh bien, mon chef. Arnaud Chartier est restaurateur. Les huîtres sont incontournables à sa carte. Et regarde les petits engins qu'on a. Tu vois la mâche, ça, la longueur en bouche. Extra. Allez, viens, je vais te faire 50 perles. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les cuisiner. Tu vas les faire comment alors ceux-là? 2. Il porte une très grande attention au choix des mollusques qu'il va travailler. On l'a choisi différemment quand on va faire un tartare ou un ceviche. Et si on veut faire des huîtres chaudes, eh bien on a envie d'un produit qui se tient, qui est de la mâche. Et c'est ce qui est agréable dans l'huître, dans des belles huîtres comme ça, charnues. Originaire du bassin, Arnaud s'attache à mettre en valeur les produits de sa région. Pour assaisonner ses préparations, il se rend chez Cyril Perpina. Salut Cyril. Hey, salut Arnaud, comment ça va? Ça va et toi? Je viens de chercher un petit peu de mertensia. Ouais, voilà. Ok. Alors, mertensia, bon, elles sont là-bas dans les pots. Sous cette serre, Cyril cultive près de 150 plantes aromatiques, dont certaines au parfum surprenant. T'as la mélisse de Moldavie, juste là. À chaque visite, le chef découvre une nouveauté. Ça, c'est une variété. C'est puissant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais aujourd'hui, il vient chercher un condiment bien particulier. On est sur de la Mertensia maritima, qu'on appelle aussi huître végétale ou plante huître. Goût super iodé, ça ressemble vraiment à l'huître, c'est très intéressant. En plus, la feuille est assez charnue, ce qui fait que c'est assez intéressant à manger. La sensation en bouche est assez agréable. Elle est un petit peu épaisse, donc elle vient croquer en bouche et sublimer encore le produit qu'on met juste avant, de la Saint-Jacques, mais mieux sur du cru. Une fois en cuisine, Arnaud laisse parler sa créativité. Et avec l'huître, les possibilités sont infinies. Ouais, passe partout l'huître. De la viande, du poisson, on peut tout mélanger. Si c'est bien accordé, bien assaisonné, il n'y a pas de souci. Donc là, on est sur un ceviche de dorade du bassin avec les huîtres de l'impératrice. On va la couper comme si c'était un morceau de viande qu'on allait découper bien proprement. On a de l'ananas, de la mangue, du citron vert, du
balsamique à la fève de tonka, un peu de sésame torréfié et sésame noir. On a la feuille d'Amertensia maritima, mais qu'on va mettre au dernier moment, juste à la fin, pour pas qu'elle perde en texture. L'huître végétale, elle va remplacer la ciboulette et on va rester sur ce goût baie de iode d'huître. La plupart des gens qui n'aiment pas ça les gobent. Comme ça, on s'en débarrasse. Ce qui est dommage, parce que l'intérêt de l'huître, c'est de la mâcher. C'est un aliment, quoi. Puis ça viendra à personne l'idée d'avaler un bout de bœuf. Donc on mâche. Mais voilà. Et bien l'huître, c'est pareil. Et si tu la mâches, tu arrives sur d'autres saveurs hyper intéressantes. Et vous, seriez-vous prêt à mâcher, goûter, apprécier une huître? Dans sa cabane de Piraillan au Cap-Ferret, l'ostréicultrice Sylvie Latrille organise des ateliers pour dépasser cette phobie. Voici une huître. Eva et Bérangère sont venues de leur plein gré tenter l'expérience. Alors aujourd'hui est un grand jour pour vous et pour moi. C'est une porte qui va s'ouvrir. Vous allez faire rentrer les huîtres dans le champ des possibles. C'est la texture. En fait, le goût me dérange pas, mais la texture me dérange. Je mange pas quelque chose de vivant, clairement, c'est pas envisageable, quoi. Je peux apporter une réponse. Je les ai tuées. Ça y est déjà? Elles sont mortes. D'accord. Une fois que c'est en bouche, vous me regardez toutes les deux et vous me faites un joli sourire. Oui. Vous vous accrochez à moi. Je vous donne la main mentalement. On va la mâcher et on va essayer de décomposer tout ce qu'on sent, tranquillement. On est prête? Oui. Allez, tranquillement. Tranquillement, tout doucement. Voilà, arrêtez-vous. Ne mâchez pas, regardez-moi. Regardez-moi. Derrière cette première bouche, vous avez un goût iodé et salé. Et enfin, le plus intéressant qu'on va souvent chercher dans les très bonnes huîtres, c'est un goût beaucoup plus subtil qui se rapprocherait des fruits secs. Oui, d'accord. Non, en fait, pour moi, c'est vivant et ça bouge. Ah, non, ça bougeait pas puisque je l'ai tué. Voilà, ça me dit que je peux y goûter et voir que ça peut être un plaisir aussi, comprendre le plaisir qu'ont plein de gens en manger. Au naturel ou cuisiné, le bassin d'Arcachon se met en quatre pour faire découvrir la perle de sa gastronomie, même aux plus réticents. C'est un milieu naturel un peu inattendu par rapport au bassin d'Arcachon. Wow, ça glisse. Alors là, tu vois, c'est un endroit qu'on surnomme l'enfer, nous, ici. Ah oui, ok. Ouais, parce qu'avant, c'était que des marécages, donc là, c'était beaucoup plus humide que ça. Et traverser cet endroit, c'était vraiment, vraiment périlleux. Mais je suis étonné par cette forêt, parce que jusqu'à présent, moi, j'ai vu que des forêts de pins. Tu vois, par exemple, les forêts qui bordent la dune du Pilat. Et je trouve que c'est un milieu naturel extrêmement différent. Ah ben oui, forcément, ouais. Parce qu'en fait, toutes les forêts de pins qu'on voit aujourd'hui, elles ont été plantées pour assécher ce que tu vois là, en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était des petits bosquets humides et des landes humides partout. Hein. L'Aquitaine, c'est la terre de l'eau, hein, aqua. Et en fait, là, on a planté le pin à la fin du 18e, 18e, 19e, pour assécher ces marécages. C'est très luxuriant. Hein. Ouais. Regarde les sangliers. Ils ont bien compris que c'était luxuriant aussi. Hein. Ils sont venus tout retourner ici. Ah oui. Donc la faune, la flore, elles en profitent un max. Donc là, tu vois, on a une première plante qui est intéressante, qui produit des fruits. C'est un prunelier sauvage. C'est l'ancêtre de nos pruniers. Donc tu reconnais assez facilement les prunes, hein, puisque tu vois, tu as la prunosité. Donc quand tu effaces, ça devient noir alors que c'était bleuté. Si tu croques, c'est hyper âpre. Tu les laisses maturer un petit peu. Et ensuite, tu mets ça dans un alcool qui n'a aucun goût.
Voilà, et tu les laisses macérer 6 mois. Et tu vas avoir une liqueur extrêmement sucrée, extrêmement fruitée, où il n'y aura pas du tout le côté âpre de la dégustation crue comme ça. Et notamment dans le Pays Basque, le patcharan, c'est hyper célèbre, c'est fait à base de ça. D'accord. Voilà. Attends, mais j'ai goûté. Vas-y, tu vas voir. Il y a des gens qui adorent, moi je ne supporte pas cru. C'est âpre. Hein. Ah, ouais. C'est costaud. Ah. Acide, âpre. Ah oui, complètement. Le sucre arrive que derrière, très loin. Effectivement. Salut les gars, ça va Alex? Ça va bien, ouais. Salut. Bonjour Guillaume, Ça va Raphaël. La bise. La bise. Ah, c'est convivial ici. Ouais. Sympa ton petit bateau là. On va l'utiliser pour faire un petit tour sur la Leyre. T'appelles ça comment, ce genre de On bateau? appelle ça une galupe. Une galupe. Et la Leyre, c'est quoi alors? La Leyre, c'est un petit fleuve. Un petit fleuve qui prend sa source dans les Landes, qui fait 110 km. Il y a 90 km de voies navigables. Donc là, on va naviguer sur les 4 derniers kilomètres. Et elle se termine en formant un delta. Et c'est là où tu fais tes relevés naturalistes. Tout à fait. C'est parti? C'est parti. Allez, on embarque. Allez. Regardez à droite, on peut voir la main de la sorcière de la Leyre. Elle s'appelle Cara Leyre. Quand on passe le matin dans la brume, on voit les doigts qui bougent. Et si on passe trop près, flaf, elle se referme sur la barque. Il vit dans son monde un petit peu, Guillaume. Ouais. Ça va, Guillaume? Ça va. Il y a des plantes sympas sur la rivière. Mais tu me diras, c'est porteur d'imaginaire ici. Hein. Je trouve qu'il y a un côté Amazonie, moi. Ouais. Tu vois, fleuve Amazon, j'y suis jamais allé, mais c'est ça que ça m'inspire. Ces grands arbres qui viennent recouvrir la rivière. Ouais, mais c'est pas pour rien, on la surnomme la petite Amazone, hein, localement. C'est l'effet de delta hein, qui veut ça. Et en fait, tous les arbres qui le peuvent, ils viennent remonter comme ça au-dessus de la rivière hein, et ils vont venir fermer en fait la rivière. Ça va vraiment faire un corridor, une galerie, hein, d'où la forêt-galerie. Et ils vont finir par tomber progressivement, les uns après les autres, au fur et à mesure de leur vieillesse dans la rivière, formant des endroits où le courant donc ralentit et où tu as toute la microfaune, les insectes, les crustacés, les alevins de poissons, qui vont pouvoir s'installer, les herbiers aussi, hein, parce que quand il y a beaucoup trop de courant, il n'y a pas d'herbiers aquatiques. Et donc tout ça va augmenter la richesse de la rivière. Donc l'idée, on va faire 200 mètres linéaires. Ouais. Et mon but, c'est sur 1 mètre à ma droite, 1 mètre à ma gauche, donc un couloir de 2 mètres sur 200 mètres. Tout orthoptère que je repère, il faut que je le chope, que je l'identifie. Très bien, chef. Voilà. Comme ça, tu peux voir l'évolution des populations. Hop, voilà. T'en as 2 pour le prix d'un, là. Donc voilà notre premier orthoptère. C'est une sauterelle? C'est un criquet. Ah d'accord. Sauterelle, l'antenne, elle est aussi grande et jusqu'à 5 fois grande comme l'animal. Et t'en déduis quoi alors toi de cette observation? Et ben de tout ça en fait après tu prends ton livre, ton cahier d'identification, ça va être l'espèce normalement dominante sur ce secteur et le voilà. Tu as ton criquet tricolore. Donc ça c'est notre criquet. C'est grâce à des relevés comme ça qu'on a vu par exemple que les populations d'insectes en France déclinaient ou... Voir l'évolution du milieu, de l'habitat et du climat. Bon, on continue? Allez, on continue, il reste encore une bonne centaine de mètres. Ouais. Il reste facile plus d'une centaine de mètres. Ce qu'on va faire, Ismaël, c'est qu'on va descendre un petit peu sur la plage, là, tu vois, et on va aller voir le pré-salé. Tu vois, on est sur la laisse de mer, donc la marée, elle monte jusqu'ici. Moi, ça me fait l'effet d'une respiration, tu vois. Quand tu es sur le bassin, que tu as la marée haute, et quand tu viens ici, que tu as la marée basse, tu sens que ce bassin, il respire tout au long de la journée, et il s'offre différemment selon là où tu te trouves. Il y a des oiseaux partout aussi. Là, il y en a une grande quantité, c'est assez impressionnant, c'est le début de migration. Hein. Donc là, devant nous, on a énormément d'anatidés, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cygnes, c'est les gros points blancs qu'on voit, et tu as beaucoup de canards. Hein. Donc soit ils sont là pour quelques jours, soit ils vont passer l'hiver avec nous. D'accord. Pareil pour la vase? Pareil pour la vase. Je pense que tu vas me retrouver à marée haute sous l'eau ici.
Si tu veux bien te déplacer, tu vas poser ton pied au début en canard. Ouais. Et quand il est bien au fond, tu le remets droit. D'accord. Et tu avances la jambe. Et là, tu sors le talon, toujours le talon en premier. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, quand tu prends ce geste, c'est très fluide en fait à la vase, donc tu t'y déplaces facilement. T'es tellement rapide. Et là, tu vois, on est entouré par la vie. Hein. On est les pieds dans la vase, on ne dirait pas, hein, mais en fait, à la surface de la vase, tu as énormément de tout petits points noirs là. Un petit peu partout. En fait, c'est un mini gastéropode, c'est un tout petit escargot. Mais tu as là, ici, tu vois des formes qui se distinguent là. Voilà, hein. Tu as des petits trous. On va viser le centre du trou, hop, et on va enfoncer la main jusqu'à tomber sur le coquillage. Il est là. Hop, voilà. Allez, j'essaie de faire de même. Hop, voilà. Ah, je l'ai. Hop, tac, voilà, j'en ai un autre. On va s'en ramasser jusqu'à 5, hein, c'est juste pour s'amuser et pour goûter. Ce que j'aime avec toi, c'est que la nature, j'ai pas l'impression de l'observer. J'ai l'impression de la vivre pleinement, tu vois, de la toucher, de la ressentir. Et ça, c'est exactement ce que je veux, donc ça me fait plaisir. Alexandre, tu m'as dit que tu étais pêcheur, chasseur, et en même temps, je vois bien que tu as la préservation de la nature qui est chevillée au corps. Et ça, je te cache pas, depuis que je suis avec toi, que ça me surprend parce qu'on a souvent tendance à opposer les gens qui chassent, par exemple, avec les écolos, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que tu fais dialoguer tout ça. Ouais, il n'y a pas d'opposition en fait pour moi entre ceux qui chassent, ceux qui pêchent, ceux qui cueillent, ceux qui sont purement sur l'écologie. Moi j'ai d'abord été chasseur, pêcheur, cueilleur avant de devenir écologue. Et c'est toutes ces activités que j'ai pratiquées dans la nature qui m'ont conduit à arriver là où je suis aujourd'hui et à connaître les choses que je connais et à faire les choses que je fais. C'est un peu égoïste de ma part, mais je vais l'avouer sans souci. C'est pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime faire dans la nature que j'ai envie de la protéger. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette envie-là. Si on veut continuer à voir les choses qu'on voit, à faire les choses qu'on fait, ben, il faut qu'on les protège. Voilà. Et ben, c'est ce que je vous souhaite. Merci. Alors c'est une aigrette, mais effectivement il y a 2 aigrettes différentes. Il y a celle-ci sur laquelle on est et il y a une un peu plus loin. Le bassin d'Arcachon concentre sur une petite zone géographique une grande diversité de milieux. Derrière l'embouchure de la Leyre, le domaine de Certes et Graveyron s'étend sur 530 hectares. Ces terres gagnées sur le bassin servaient autrefois à la culture du sel, à l'élevage et à la pisciculture. Dans les années 80, le Conservatoire du littoral a racheté le domaine pour empêcher la construction d'une marina et sanctuariser ce territoire. Cette zone est aujourd'hui le plus grand espace naturel protégé du bassin, un poumon vert indispensable. Aujourd'hui, l'intérêt écologique, c'est de préserver des espaces variés, des espaces différents, une mosaïque d'habitats différentes pour certaines espèces qui ont besoin de ces milieux-là. La biodiversité n'aime pas l'homogénéité et du coup, ça permet d'avoir des habitats différents pour des espèces qui sont présentes ici. Depuis 30 ans que le site est protégé, de nombreux oiseaux sont revenus et voient leur population augmenter. Guide naturaliste, Charles suit ce phénomène au fil des saisons et en fait profiter au public. Est-ce que tu veux regarder? Alors tu regardes bien vers le bas, tu essaies de mettre dedans, tu te caches un œil. Tu vois quelque chose? T'as vu un oiseau? C'est blanc? Oui. Blanc? Et là, on est sur la grande aigrette. Une grande aigrette. Ouais, parfait, c'était celui-là. T'as raison, c'était pas celui-là avec le bec noir, c'est celui avec le bec jaune. Moi, j'en avais jamais vu. Et le fait de pouvoir les voir aussi, ça, c'est chouette. Préserver des espaces sauvages est indispensable, mais ne suffit pas. De nombreuses associations agissent aussi pour limiter les pollutions liées à l'activité humaine. Les bénévoles de Wings of the Ocean, les ailes de l'océan, se rendent sur la plage du Moulot, à Arcachon, pour procéder à un ramassage de déchets. Donc le principe, c'est que chacun va avoir un sac et puis des gants à sa disposition. On part chacun de son côté ou en binôme, en groupe, c'est comme vous voulez. Pendant 6 mois, 3 fois par semaine, ils ciblent une plage du bassin et font la chasse aux microplastiques. Ça, c'est le classique. Encore du polystyrène.
À première vue, le littoral est plutôt propre. Mais en regardant dans le détail, les bénévoles ont identifié de tout petits déchets récurrents et très polluants. Ça, c'est les larmes de sirène. C'est la matière première qui va être utilisée par les industriels pour fabriquer tout ce qui va être en plastique. On imagine que c'est les conteneurs qui tombent à la mer et qui déversent ça, soit parce qu'ils s'ouvrent, soit parce qu'ils vont être éventrés lorsqu'ils vont couler. Et notre objectif, c'est à terme, une fois qu'on aura tout ramassé, d'essayer de comprendre et d'investiguer sur qu'est-ce qui a fait que c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas, beaucoup moins ou plus du tout. Ils font ce travail minutieux pour tous les déchets. L'objectif est d'établir une cartographie des polluants sur tout le bassin d'Arcachon. Quelqu'un peut faire cordage par exemple, tous les petits cordages. Moi je me lance dans les cotons-tiges et les bâtons de sucre. Pour mener un travail aussi approfondi, tout le monde ici est éco-volontaire et s'implique sur une longue durée. Ils vivent dans cette villa où ils mettent en pratique leurs convictions écologiques. Ah ouais, lui il a pris l'eau, la vache. Camilo a démissionné de son entreprise de travaux publics pour donner 2 mois de son temps à l'association et réfléchir à sa nouvelle orientation professionnelle. Il y avait un peu une ambivalence entre vie pro et vie perso, les convictions personnelles avec une attirance forte pour tout ce qui est relatif à l'écologie, on va dire. Alors que dans mon milieu professionnel, j'étais vachement axé sur les modèles de construction, les grandes entreprises du BTP, etc. Donc moi, venir ici, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de me sentir plus légitime dans mes convictions. En partageant leurs expériences et leurs connaissances, ces jeunes militants se forment à de nouveaux métiers et jettent ici les bases d'une carrière professionnelle en accord avec leur mode de vie. Salut Emmanuel! Salut! Sympa la voiture! Ouais. On t'entend arriver quand même, hein? Oui, c'est un petit peu bruyant. Hop là! Vous avez ton sac là? Ouais. Ça va? Enchanté, ça va bien et toi? T'as fait mon voyage? Ouais, très très bien. Bon, allez. Hop là! On va faire route. C'est parti! Youhou! Attends, je mets la ceinture. Ah bah non. C'est optionnel à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de petits villages un peu typiques comme celui de Biganos là où je t'attendais? Ouais, il y en a plein, alors peut-être pas aussi colorés. Ouais. Mais il y a plein de villages qui sont historiquement des villages de travail, des villages d'ostréiculteurs, des cabanes pour trier ses huîtres, pour ranger le matériel de pêche, voilà. Depuis que je suis arrivé sur le bassin, ce qui me marque, c'est qu'il y a vraiment une culture maritime très diverse. L'ostréiculture, la voile, etc. Et je ne pouvais pas passer ici sans venir voir les chantiers du Bourdieu. C'est les chantiers mythiques du bassin d'Arcachon, non? Oui, c'est entre autres un chantier qui a fêté, il y a quelques jours, c'est 222 ans d'existence, ce qui en fait le plus ancien chantier naval français en activité sans interruption depuis la Révolution française. Et toi, ça fait combien de temps que tu en es propriétaire? 22 ans, donc 200 ans sous l'égide de la famille du Bourdieu et depuis 22 ans avec mon épouse Betty. Ok, d'accord. C'est pas mal, dis donc. T'as 10% de l'histoire, quoi. C'est ça. Qui sont à toi. Je vais pas pouvoir tout écrire tout seul. Voilà. Ben nous voilà arrivés, bienvenue au chantier. Merci. Wow. Ça a vraiment du charme cet endroit, tu vois, c'est encore un autre point de vue sur le bassin. Jusqu'à présent, j'ai plus fait le côté nature, etc. Mais j'aime bien ce mélange d'ambiance industrielle, chantier. C'est ça, tu as tout compris. Tu as l'industrie navale, tu as l'ostréiculture et là, les restaurants. Ouais. Et tout ça, ça vit. Il y a un mélange des trois. Ça résume bien le bassin d'Arcachon. C'est ça, c'est ça. C'est un port très actif ici. On vient de sortir cette pinasse de l'eau, cette pinasse qui est notre bateau patrimonial et iconique du bassin d'Arcachon. C'est vraiment lié à l'histoire du bassin et du chantier. Donc là, tu as un bateau en cours de finition. Et ce que tu vois, cette pièce-là, c'est la base du bateau pour l'année prochaine, du premier bateau de l'année prochaine. C'est ce qu'on appelle la quille. Voilà. Si je comprends bien, Emmanuel, ça veut dire que les bateaux qui naissent dans ce chantier, juste à côté de la forêt,
Ils sont faits avec le bois des Landes, enfin tout est très local, quoi. C'est vraiment un bateau d'ici. Historiquement, la pinasse était faite avec les quilles, avec des chênes d'ici, et le bordé, la peau, en bordée franche, avec du pain maritime. Là, tu vas voir, c'est le bateau qui est en finition. Ok. Attention à ta tête, la casquette, tu baisses la tête. Ah oui. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Voilà, grosso modo, entre l'habit de bois et ici, c'est 9 mois plus tard, comme un enfant. C'est 9 mois de chantier. Tu commences en septembre et tu livres pour l'été. Bon, t'as combien d'enfants alors chaque année? Entre 3 et 5. Ah ouais, ça c'est costaud. Voilà. J'en ai 2 déjà dans toute ma vie en 42 ans, donc 3 et 5 par an. Voilà, ce sont des bateaux qu'on construit généralement pour des familles, tu vois, c'est fait pour amener beaucoup de monde. Et passer la journée sur l'eau, se balader. Plus simple, ce que je te propose, c'est que demain on aille faire un tour en mer. Ah bah avec grand plaisir, carrément. On va embarquer à bord de quoi se sustenter. Ok. Et je vais te faire découvrir un produit assez rare ici, mais très très beau. C'est le caviar du bassin d'Arcachon. Super, très bien. On va aller visiter cet établissement et on le dégustera demain à bord. Bon, ce sera assez exceptionnel pour moi parce que je passe pas ma vie sur des bateaux comme ça. Et le caviar, je suis même pas sûr que j'en ai déjà goûté. J'en ai jamais goûté d'ailleurs. C'est l'occasion. Ouais, voilà. Très bien, bon, bah, c'est cool. C'est bien Ça la vie marche. avec toi. Hein. C'est pas mal. Merci à toi. Voilà les fameux esturgeons. Et voilà, ces esturgeons qui vont produire ce caviar assez unique, puisque là où nous sommes, au Moulin de la Cassadote, sur le bassin, c'est le premier producteur français de caviar. Ah oui, d'accord, donc ça a cette importance-là, l'élevage de caviar en Aquitaine. Absolument. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. 1917. Donc les Russes nous ont appris comment dompter ces esturgeons pour en faire des esturgeons d'élevage et du très bon caviar. Ça veut dire que tu as des Russes qui sont arrivés ici en 1917 après la révolution bolchevique. Oui. Tous ces gens qui ont fui la Russie pour rejoindre des pays étrangers et qui là vous ont expliqué la richesse qu'il y avait dans ces poissons. C'est ça, ce qu'on pouvait en faire et comment le travailler. Et voilà, l'histoire est là et elle perdure. Ça va Aurélie? Bonjour, très bien, et vous-même? Très très bien. Donc, le caviar du bassin, légèrement iodé, avec une texture assez crémeuse, donc parfait pour une jolie dégustation. C'est le caviar que vous faites ici? Oui, tout à fait. Tous nos caviars sont issus de nos esturgeons que l'on élève sur place. Donc tout le caviar produit est issu de l'espèce Acipenser baeri. Ils viennent d'ici ou pas? Alors ils sont originaires de Sibérie. Ok. Donc on en a fait venir 200 esturgeons reproducteurs dans les années 80. On a réussi à les reproduire et donc en 1993, on a eu la première récolte de caviar issu de ces esturgeons. T'en consommes souvent ou pas, Emmanuel, du caviar? Pas tous les jours quand même. Non, parce que ça coûte combien une petite boîte comme ça? Une centaine d'euros. Ah oui, d'accord. Bah, merci beaucoup, Aurélie. Donc je vous souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup, madame. Merci, Aurélie. Merci à vous. Et ben, let's go. Vas-y. Bonne fin de journée. Salut. Merci. Au revoir. N'oubliez pas qu'il y a des gros coefficients aujourd'hui, donc au niveau des panneaux, mettez-les bien au bord de l'eau, là ça descend. Quand les premiers baigneurs arrivent sur la plage du Grand Croau au Cap Ferret, les sauveteurs sont déjà là. Originaire d'Andernos, Sam réalise sa deuxième saison sur cette plage où son père était sauveteur avant lui. À tous les repas de famille, j'en entendais parler. C'était vraiment les bonnes anecdotes. Et quand quelqu'un a 40 ans raconte toujours les mêmes histoires, c'est qu'on se dit que c'était des bons moments. Et j'ai grandi ici, du coup sur la plage du Grand Croau. Quand on y passe ses journées petits, on est un peu admiratif des personnes sur le 4x4, des personnes qui vont à l'eau. Ouais. Ça fait un peu rêve de gamin et le jour où on y est,
c'est un petit accomplissement, quoi. La sélection pour intégrer cette équipe est très exigeante, car ces plages comptent parmi les plus dangereuses du littoral français. Des vagues, du courant et les fameuses baïnes, des poches d'eau qui se remplissent et se vident avec les marées, entraînant les nageurs vers le large. Alors le baigneur classique, il va essayer de nager face à sa serviette ou face à l'endroit où il est rentré dans l'eau. Et s'il se retrouve malheureusement dans une baïne, il nage à contre-courant, il se fatigue. Et au moment où il lève la main pour nous appeler au secours, c'est qu'il est pratiquement trop tard. Donc à nous d'être rapide, efficace et d'avoir vu l'intervention avant qu'elle arrive. C'est le cas ce matin-là. La surveillance n'a pas officiellement commencé, mais un nageur est déjà en difficulté à quelques mètres du bord. 2 sauveteurs viennent rapidement à son secours, tandis que les autres le ramènent vers la plage à l'aide d'un filin. C'était un peu compliqué de revenir, mais bon, je nageais, puis je revenais pas vers le bord, mais bon, je nageais sans atteindre la rive. On voit vraiment le courant là-bas, avec les gens qui galèrent à rentrer même quand ils sont au bord. Donc on a préféré décaler un peu la zone vers le sud, histoire que les gens ne partent pas à chaque fois, qu'on n'ait pas à se mettre à l'eau toutes les 5 minutes comme ça vient d'arriver. Une fois les zones de baignade délimitées, la journée peut commencer. Et même si sur cette plage, le drapeau est rarement vert, le travail des sauveteurs permet de profiter des vagues sans danger. C'est vraiment pas de tout interdire, hein. C'est surtout de permettre aux gens de s'amuser dans un endroit qui est sécurisé. Donc souvent les gens ils vont dans les zones où il n'y a pas de vagues. Le problème c'est que pour nous c'est souvent des baïnes. Donc on les pousse à aller plutôt vers les vagues. Et après quand ils sont dans les vagues en soi il n'y a pas trop de risques donc ils peuvent s'amuser. Cette organisation de la surveillance des plages a fait chuter le nombre d'accidents graves. Dans les situations les plus périlleuses, les sauveteurs peuvent compter sur la sécurité civile. Une fois par saison, l'équipage de l'hélicoptère Dragon 33 réalise un exercice de treuillage avec chacun des postes du littoral pour les préparer à un sauvetage au large. Vous aidez votre victime à débarquer, vous regardez l'hélicoptère, vous me faites le signe comme quoi je peux récupérer la nacelle, on va enchaîner les rotations comme ça. Les sauveteurs se mettent à l'eau à plusieurs centaines de mètres du bord et reconstituent le cas d'un nageur emporté par une baïne. Le premier problème, c'est de les trouver. Il faut déjà qu'on soit bien informé de la position. Une fois qu'on les a trouvés, le but c'est, suivant le bilan qui nous est donné par radio de l'état de la victime, et c'est de pouvoir déposer le médecin pour visiter la victime en cas de besoin pour éventuellement une évacuation. Ils vont devoir conditionner la victime qui va être avec eux en lui expliquant que voilà, les techniques qui vont être mises en œuvre, soit une sangle, soit une récupération dans une nacelle. L'hélicoptère va arriver, il va y avoir du bruit, des embruns. Une victime qui est conditionnée, c'est déjà 50% du boulot. C'est vraiment quelque chose d'instructif pour eux et tout ce savoir qu'ils vont accumuler sur une petite séance d'entraînement comme ça, ils vont le mettre à profit sur un secours réel. Puis quand on a la machine qui s'approche, il y a les embruns qui arrivent, qu'on monte dans la nacelle et qu'enfin on arrive dans le calme, c'est magique, c'est magique. Ces sauveteurs s'entraînent toute l'année en espérant intervenir le moins possible. Leur dévouement contribue largement à la garantie d'un été réussi. C'est trop beau les amis, c'est trop beau!
Ah, j'adore. Hop là. C'est exceptionnel pour moi de vivre un moment comme ça. Ah oui, c'est vrai. Quelles sont tes impressions? La découverte du bassin? Puis tous ces paysages qui défilent là, c'est juste un super moment. Hein. T'es comblé donc. Ah ouais, vraiment. Vous êtes rencontrés autour de la passion pour la mer tous les deux ou pas? Pas au départ, mais moi en tout cas, qui suis plutôt issue de la terre, de la Corrèze, la passion pour la mer est arrivée par la suite. Ouais. Emmanuel m'a fait prendre goût à la mer. T'as grandi ici ou pas? J'ai grandi ici, oui, puisque je suis arrivée à l'âge de 15 ans, donc on peut dire que je suis quand même très ancrée sur le bassin d'Arcachon. Et vous êtes rencontrés sur le bassin? Oui, sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Tout nous réunit sur le bassin d'Arcachon. Bah ouais, je vois ça. Hein. Vous avez vraiment une vie qui est très liée à cet endroit. Ouais. Tu nous emmènes où alors, Emmanuel? Au pied des cabanes Chanquet, qui sont des cabanes sur pilotis, voilà. Qui est un lieu, comme tu peux le voir, très visité en fonction des marées qui te permettent d'approcher ou pas au pied des cabanes. Ah, je suis content de les voir quand même parce que c'est un peu l'image iconique du bassin d'Arcachon. Hein. On la voit sur tous les dépliants touristiques. Postal, les dépliants touristiques, c'est effectivement très photographié, très visité. C'est pas un lieu de villégiature à l'origine, c'est un outil qui servait à surveiller les parcs à huîtres ici. Ok, au départ c'était la maison des gardiens des parcs à huîtres. C'est ça. En fait, il n'y en avait qu'une au départ. D'accord. Quels sont vos spots préférés sur le bassin? Vos petits coins secrets bien à vous? Alors je vais t'y amener, mais je vais pas te dire le nom. Ah d'accord, tu veux que je me vende les yeux aussi? Là, ça fait partie du jeu. Et après, bien sûr, qu'on aime comme tout le monde aller à la dune du Pilat, au banc d'Arguin, longer la côte d'Enroy qui est magnifique. J'avais pas encore vu les destructions causées par les feux depuis la mer. On a pleuré parce que c'est un lieu magique, c'est plein de souvenirs et voilà, c'est vrai que ça nous fait mal au cœur. On espère vraiment revoir vivre tout ça. La chance que l'on a, c'est que les arbres se replantent et que tout peut se reconstruire. Donc il n'y a pas de mort, c'est déjà énorme. Et voilà, la nature va reprendre ses droits et puis reprendre sa place. Et on ne le verra peut-être pas nous, mais nos enfants en tout cas pour en profiter. Ouais. Voilà. Et ce bassin, il fait face à plein de choses. Il y a les feux, il y a les bouleversements climatiques dans les océans aussi. Et est-ce que les gens d'ici en parlent maintenant? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a été un peu la fin de l'insouciance aussi Je pense qu'on est tous concernés par ce qui se passe sur le bassin et ailleurs d'ailleurs. Et que tout le monde fait attention au bassin d'Arcachon. Les gens sont quand même dans la préservation du bassin, que ce soit la mer, la terre. D'où la création en 2017 du parc naturel marin, qui est un outil de régulation. Ouais. Donc il y a Natura 2000, il y a le parc marin. Ici derrière, la gestion de la réserve naturelle du banc d'Arguin par la CEPANSO. Il y a déjà des outils assez forts quand même, qui n'ont pas toujours été compris, parce qu'ils ont été mis en place de manière parfois, on va dire, on va expliquer, ou punitive. Aujourd'hui, tout ça, ça s'articule. Donc le bassin, quand même, il y a des outils. Non, et puis quand on aime le bassin, on en prend soin. Voilà, tout simplement. C'est tout, c'est clair. Et on va descendre là, tranquillement. Génial. Moi, je pense qu'on peut commencer peut-être par le caviar. Alors je vais essayer. Je t'en prie, vas-y. Allez. À l'attaque. C'est délicieux. C'est très fin. Et tu le poses sur ta langue, tu le laisses un petit peu. Un peu comme un vin finalement. Oui, ça se déguste. Hein. Ça se déguste. Ça s'avale pas. Alors c'est la première fois que je mange du caviar. C'est très très bon. Hein. C'est délicieux, c'est fin. Extrêmement raffiné. C'est fin. Tu commences par du sel. Ça redescend un petit peu et ça devient cette crème un peu onctueuse. Et tu as une petite remontée de sel sur la fin. Première attaque salée, crémeux, et ça revient. Fabuleux. Si tu bois un petit peu de vin blanc avec, c'est très bien aussi. Tu verras. Écoute, tu lis dans les pensées. Ça termine. Allez, à la vôtre. Santé. J'aime bien traquer, moi. Oui, je vois. Faire des toasts. Je vois. On ne s'en lasse pas. On va faire une petite marche arrière. Allez-y tout le monde. Et maintenant, on va faire le demi-tour. À gauche, marche avant. Formidable.
Et c'est parti. Le canoë canadien s'élance pour une longue balade sur le lac de Sanguinet, une étendue d'eau de 55 km² au sud du bassin d'Arcachon. Alors ce lac, il a une particularité par rapport aux autres lacs landais, c'est qu'il y a 3 villages engloutis. Pourquoi ces villages engloutis? Parce que la formation des lacs, elle s'est étalée sur 4000 ans. Les dunes se sont formées depuis ces fameux 4000 ans et en fait c'est venu obturer les sorties de rivières qui viennent de la plaine des Landes. Donc les rivières ne pouvant plus se jeter en mer naturellement, elles se sont déversées sur le territoire et ont constitué ces grands lacs qu'on connaît actuellement. Et pour découvrir une étendue aussi vaste, ce gros canoë est équipé d'un moteur électrique. L'intérêt du canoë électrique, c'est de pouvoir embarquer vraiment toutes les générations et de naviguer sur un territoire nautique qui est quand même assez vaste. Donc c'est vrai que s'il n'y avait que la propulsion manuelle à la pagaie, forcément on ne pourrait pas faire autant de distance sur le lac de Biscarrosse. Donc là, messieurs, dames, nous sommes sur le canal transaquitain. Donc là, je vous invite à prendre vos pagaies et on va pouvoir observer cette très belle partie du canal. On passe dans le canal, souvent on passe par-dessus en voiture ou en vélo. On voit la plage, les zones humides. Voilà, c'est vraiment, on change de point de vue. On voit souvent le lac depuis la plage, là on voit la plage depuis le lac. C'est sympa. Le canoë permet aussi de rejoindre en silence et sans effort des lieux difficilement accessibles à pied, comme ce banc de sable posé au milieu du lac de Biscarrosse, qu'on surnomme Biscaraïbe. Allez, on va se baigner. On va se baigner. On va se baigner. L'assistance électrique permet de découvrir de nouveaux horizons, mais aussi de nouvelles sensations, pour une pratique beaucoup plus sportive. Alors aujourd'hui, vous allez goûter une nouvelle sensation. On va flotter sur l'eau, mais même on va voler sur l'eau. Chloé et Pascal s'initient aujourd'hui au vélo sur foil, un nouvel engin à la prise en main délicate. Regarde loin de devant, c'est l'astuce, hein. Allez, on pédale. C'est pas mal pour la première. Pour ce couple de sportifs, les premiers coups de pédale sont plutôt prometteurs. Yes, 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 bravo Chloé! Putain, j'arrive à le redresser, mais c'est dur, hein. J'ai eu la sensation de voler au-dessus de l'eau, franchement, c'est vraiment kiffant. Pour tourner, un peu difficile, mais je m'attendais pas à partir du premier coup et franchement, c'était top. Une fois apprivoisé, le vélo permet de découvrir les grands espaces du bassin d'Arcachon. Sylvain et Ruben se mettent à l'eau au large de Lanton. Le moteur électrique accompagne les efforts des cyclistes et hisse le vélo sur son foil. Les randonneurs tracent alors leur propre piste cyclable au plus près de la côte. Le plaisir, c'est par exemple de pouvoir aller à des endroits où les bateaux ne peuvent pas aller, longer les côtes ou pouvoir trouver des endroits un peu plus sauvages pour observer la nature. Et le mieux, c'est de pouvoir sortir à plusieurs. Les joies de la glisse gagnent aussi la terre ferme. Pour avancer, ça marche par transfert de poids. Donc si je regarde devant et que j'appuie sur l'avant, ça avance. Si j'appuie un peu sur l'arrière, ça freine. Si je continue d'appuyer, je recule. Ok ? Quelques dizaines de minutes suffisent pour prendre ses marques sur le One Wheel, un skateboard adapté à tous les terrains. Je regarde bien loin devant, c'est pas de tourner avec les bras. Voilà. Donc tu essaies d'avancer, de freiner. Juste au début, s'habituer un peu à la sensation et tout ça, mais après c'est assez facile, il suffit juste de se détendre. Comme c'est assez facile, intuitif, les familles elles peuvent venir ensemble de tout âge, du coup tout le monde peut en profiter en même temps, quoi. C'est un petit peu comme le snowboard, un petit peu le skate, c'est un mélange des deux. Au début c'est un peu compliqué de trouver l'équilibre, d'arriver à freiner, mais franchement j'aime bien, ça va vite en plus.
Le One Wheel est particulièrement adapté aux pistes cyclables goudronnées et aux sentiers de sable et de terre du bassin d'Arcachon. Adultes et adolescents retrouvent les sensations du surf au milieu des pins du Cap Ferret. Et là, petite zone de sable, on prend un peu de vitesse, voilà, comme ça. Impeccable. Là, on est carrément dans le terrain de jeu du One Wheel. On a de la terre, du sable, un peu de racines, on passe partout. Des chemins déjà tracés, mais en même temps, on peut prendre des petits sentiers à côté. C'est vraiment le top, quoi. Là, on voit vraiment le côté tout-terrain du One Wheel, quoi. Le cadre était génial, quoi. D'être en pleine forêt, en pleine nature pour découvrir cet outil, c'est parfait. Bien positionné, on tend les bras, les pouces, voilà, et on tire ses pouces doucement. On ne monte pas ses épaules, on les laisse bien basses et on tire un peu les pouces. Voilà. Et maintenant on garde toujours les épaules comme ça, on fait des petits cercles dans un sens, on agrandit. Maintenant on fait le coude, on connaît tous. La classe, ça. Ça c'est la classe. Ah ouais. Voilà, un petit peu de hula hop, on va pas durer 3 heures sur Ah, le génial. Ça me manquait depuis le début de mon voyage ici. Voilà, un petit peu en arrière comme ça. Toutou, youtou. On est chaud. Toutou, youtou. Ah ouais, c'est bien comme ça. Toutou, youtou. Je vois qu'il y a une mauvaise ambiance ici. Ouais, ouais, il y a une très mauvaise ambiance. Ça rigole pas ici. Hein. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ça va? Oui, ça va, bien sûr. Ça fait du bien ce petit échauffement. Hein. Oui, mais enfin, vous avez l'air d'être essoufflé. Oui. Manque d'entraînement, il faut venir avec nous tous les samedis. Pas vous, par contre, c'est ça. Ça va, Nicole? Ça y est, t'es prête? Très bien. Nickel, Nicole. Nickel, Nicole. Impec, les gants pour pas se faire mal. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une formidable ambiance ici. Enfin, on sent que ça rigole, il y a de la joie. Et c'est une association, les Ailes du Bassin, que vous avez créée aussi pour faire face au cancer du sein, non? Ouais, l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire que toutes ces femmes qui sont là, pour la grosse majorité d'entre elles, ont été confrontées à la maladie, un cancer du sein donc. Mais ce qui prédomine, c'est la joie, la convivialité, le partage. Et le partage. On parle très très peu de maladies. Bon, je crois que les filles sont prêtes, elles n'attendent plus que nous. Oui, elles n'attendent que nous. Ouais. Allons-y. Allez, je te suis. Allez, c'est parti. On y va les filles, chacune à sa place. Je t'explique. Allons-y. Go. 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 Allez, on le rattrape. Allez les filles. Allez. Go. 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 Et on s'arrête pas avant New York, hein? Ah ouais, c'est ça. D'ici une demi-heure, quoi. On fait une étape à l'île de Saint. Et puis... Mais quand je vois tout ça, je trouve qu'il y a à la fois un côté sportif, ça fait du bien au corps, et en même temps on sent que vous êtes heureuses tout ensemble, il y a une bonne ambiance, il y a une sorte de sororité, de convivialité qui fait du bien à la tête aussi. Tout à fait. Moi je pense qu'il y a deux visées. Une visée bien sûr thérapeutique qu'on peut facilement comprendre, mais il y a aussi un aspect psychologique très fort. Et moi je dis souvent qu'on pagaie en mer pour ne plus ramer sur terre. Ah oui, c'est une belle expression. Tu vois, ça nous a montré cette maladie combien on pouvait être fragile et forte à la fois. Et pourquoi faire ça sur ces bateaux dragons alors? D'où elle vient cette idée? Cette idée, c'est une idée ancestrale parce que ce sont des bateaux qui étaient chinois, avec une tête de dragon et même une queue de dragon aussi, qui combattaient les pandémies, qui combattaient tous les malheurs du monde. C'est-à-dire qu'on envoyait ces bateaux quand il y avait des pandémies, des problèmes pour conjurer le sort en quelque sorte? Absolument, c'est ça. C'est exactement ça. Ram, tap, ram, tap, ram, tap. Très bien, Ismaël.
Et aussi, il y a une anecdote. Un jour, j'ai rencontré le curé d'Andernos. Tu vois la petite église là? Ouais. On parlait de bateaux. Il me dit, moi, j'ai baptisé des pirogues et elles ont coulé. Alors, il ne savait pas qu'on avait cette assoce. Et je lui dis, bah, écoutez, vous savez quoi? Je ne vais pas vous demander de venir baptiser. Il me dit, pourquoi? Vous avez quoi? Alors, j'ai dit, on a un Dragon Boat rose. Et il me dit, mais c'est vous. Il dit, quand je vous entends chanter, je prends mes jumelles et je sors de la sacristie. Ah, c'est génial. J'ai trouvé ça super. On passe ici souvent pour une équipe de joyeuses luronnes, en fait, tu vois. Bah écoute, je suis étonné qu'on vous dise ça, moi. Alors là, franchement, tu vois, je sais pas du tout ce que vous dégagez. Excellent. Non, mais c'est génial. Je trouve que c'est fabuleux de partager ça avec vous toutes et puis d'être sur ce bassin en plus, tu vois. Vous êtes contentes, les filles, hein? On l'aime. Ah oui. Oui. On est fiers d'être du bassin. Des ailes du bassin, au soleil, sous la pluie, matin ou après-midi, on est toutes là pour pagayer en toute amitié. Merci. Des Dragon Ladies. Et bien voilà, c'est ici à la pointe du Cap Ferret que se terminent mes échappées belles sur le bassin d'Arcachon, les amis. Alors au-delà de la beauté de ce lieu unique en France, avec sa forêt, ses dunes de sable blanc et l'océan, j'ai eu parfois l'impression pendant mon voyage de parcourir une forme de micro-société, une petite France en miniature, avec des gens différents, venant de milieux sociaux différents, et qui se retrouvent à devoir préserver ce joyau dont la vulnérabilité a été révélée par les incendies de 2022. Et bien face à cela, il y a ceux qui veulent changer les choses, réinventer le transport maritime, comme Yves Parlier. Il y a ceux qui veulent préserver les fonds marins et les espaces naturels, comme Olivier et ses plongeurs, ou encore ceux qui veulent inventer une vie plus sobre dans leur travail et dans leur quotidien, à l'image d'Emmanuel et ses bateaux. Et à un moment, je me suis dit, mais comment relier des gens aussi différents? C'est quoi la clé? Eh bien, je crois tout simplement que ce qui les relie, c'est qu'ils partagent un objectif commun, prendre soin de cet endroit qu'ils adorent. Et je me suis dit à des moments que c'est quand on a un objectif commun qu'on arrive justement à aller au-delà de toutes nos différences. Allez les amis, si la beauté de la dune du Pilat et les lumières sur le bassin d'Arcachon vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux et pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!